Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La libération de l'otage sud-africain et la situation des autres otages, la mise en œuvre de l'accord d'Alger qui est dans l'impasse selon le chef de la MINUSMA, le processus de révision constitutionnelle et l'affaire Rasbach, ce sont entre autres sujets qui seront abordés dans le forum de la presse de ce vendredi. Nos invités, Makan Konaté, journaliste, Célia Dalmeida, également journaliste au Journal du Mali, Awa Semega de Kunafoni.com et Aliou Diawara, journaliste indépendant. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, nous parlons d'otages. L'otage sud-africain détenu dans le Sahel par Al-Qaïda au Maghreb islamique a été libéré mardi, une information confirmée par la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Également, cette libération de Stephen McGowan soulève plusieurs questions sans réponse, notamment l'éventuel paiement de rançon. Pour certains analystes, les circonstances de cette libération peuvent s'expliquer par trois hypothèses. On va écouter André Bourgeot, chercheur au niveau du CNRS de Paris. En absence de données bien concrètes et vérifiables, je ne peux émettre que des hypothèses. La première hypothèse que j'émettrais, c'est la libération moyennant rançon. La deuxième hypothèse que l'on peut envisager, c'est que dans le nouveau contexte du groupe pour la victoire de l'islam et des fidèles qui est dirigé maintenant par Iyad Agrali, ça peut être un signe aussi qui fait la démonstration de la nouvelle direction qui serait plus ouverte et plus, j'allais dire, plus humanitaire. Et enfin, la troisième hypothèse, qui est la suivante, ça interviennent dans le contexte où l'imam Mahmoud Dicko, qui est le président du Haut Conseil islamique du Mali, est en mission à Kidal pour essayer de rapprocher les différents belligérants. Compte tenu du fait que c'est pas la première fois que l'imam Dicko a essayé de rentrer en relation avec Iyad Agrali, il le connaît, je crois même qu'ils se connaissent, oui. Donc on peut penser qu'il y a eu des contacts, peut-être pas directs, mais par des intermédiaires, et que l'imam Dicko, après négociation, après argument, etc., aura obtenu la libération de cet otage sud-africain. Honneur aux dames, Célia Dalmeida, que pensez-vous de cette analyse de André Bourgeot sur cette libération de Stephen McGowan? Bonsoir à vos auditeurs. Oui, je pense qu'elle est tout à fait pertinente. Il ne peut y avoir que l'un de ces trois cas. Au départ, effectivement, quand on en a entendu parler, moi je me suis dit ouais, ça devait être une rançon, parce que après la diffusion de la vidéo il y a à peine quelques semaines où on voyait justement Stephen McGowan, on se demandait quel allait être le sort de ces otages-là avec la nouvelle engeance terroriste qui s'est installée au nord. Donc si il y a libération, on espère en tout cas que les autres vont suivre, mais s'il y a libération, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent ou qui se sont passées avant ou après la diffusion de cette vidéo. Rançon, je ne sais pas. Encore une fois, comme l'a dit M. Bourgeot, je suis encore moins dans les secrets des dieux que lui. La médiation de l'imam Dicko pourrait effectivement être aussi déterminante, puisque ce ne serait pas la première fois qu'il intervient pour obtenir ce genre de choses. Maintenant, peut-être que toutes ces trois hypothèses peuvent converger en une, qu'il y ait eu une négociation pour paiement de rançon et que ce soit un signe de la nouvelle engeance terroriste. Les trois peuvent être également en un. Aliou Diawara, est-ce que vous pensez également que cette libération pourrait être un signal d'Al-Qaïda pour vouloir dialoguer avec le Mali? Bonsoir à tout le monde. Je le pense parce qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours actuellement pour rapprocher davantage ces islamistes d'Al-Qaïda et même le groupe de Amadou Koufa. Parce qu'on a vu depuis les recommandations du forum sur la paix qui a recommandé, la conférence d'entente nationale, j'ai oublié le mot, depuis qu'une recommandation a demandé à ce que le gouvernement prenne désormais langue avec ces deux personnes, en l'occurrence Amadou Koufa et Iyad Agrali. On peut dire que directement ou indirectement, Bamako a compris qu'il faut désormais prendre langue avec ces gens, même si officiellement on se refuse à reconnaître qu'on est en train de dialoguer. Je pense qu'indirectement, par personne interposée ou par structure interposée, Bamako est dans les dispositions de
de dialoguer avec les islamistes, en l'occurrence les 2 personnes. Mais moi, d'autres questions me taraudent l'esprit par rapport à cette libération, parce que ça s'est passé, je pense que dans une opacité totale. On ne sait pas quand est-ce que c'est près d'une semaine après qu'on a l'information, et l'implication de nos gouvernements qu'on remercie dans le communiqué qui annonce la libération de l'otage. On ne sait pas quel gouvernement a été impliqué, jusqu'à quel point, le Niger, le Mali, qui a fait quoi là-dedans, et le rôle d'éventuels émissaires intermédiaires maliens ou nigériens. Je pense que ce n'est pas des Sud-Africains qui sont venus de leur pays pour le libérer. Donc moi je suis perplexe. L'idée est floue dans ma tête pour savoir qui a fait quoi et jusqu'à quel niveau par rapport à ça. Voilà. Makan Konaté, que pensez-vous des conditions de libération de l'otage Stephen McGowan? Bon, moi je pense que la libération d'un otage est toujours une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. L'otage sud-africain a été libéré, c'est vrai. Nous avons appris la nouvelle quelques jours après sa libération. Et Al-Qaïda l'a libéré. Moi, je pense que Al-Qaïda, la coordination des mouvements armés, tous les mouvements armés pratiquement se retrouvent dans cette sorte de mouvement qu'on appelle Al-Qaïda. Bon. Et dire qu'il y a eu paiement de rançon, je peux être formel qu'effectivement il y a eu paiement de rançon. Parce que les otages, en général, quand ils les prennent, ils se déplacent avec les otages. Ça fait du carburant. Ça nécessite la mobilisation de moyens de déplacement. Ça nécessite également la prise en charge en nourriture de ces otages et également leur santé, les médicaments et consorts. Donc tout cela nécessite de l'argent. Donc ils ont un mode opératoire qui se fait par système de guérilla. Et pour se maintenir, il leur faut de l'argent. Donc forcément, ils vont demander de l'argent, mais en général, on constate que nos États ne parlent pas de cela et disent que non, il n'y a pas eu paiement de rançon. Mais en réalité, je sais qu'en dessous, il y a eu paiement de rançon. Et le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, ça c'est la visite de Mamoud Dicko. Effectivement, il a participé dans un premier temps à la libération de certains otages maliens. Des militaires maliens qui étaient pris par les rebelles, il a pu négocier leur libération. Et dire qu'il n'a pas une part de responsabilité dans la libération de l'otage sud-africain, je pense que oui, il doit avoir certainement une part de responsabilité dedans. Mais j'aurais souhaité effectivement que cette négociation soit élargie. Et tel que je le connais, Mamoud Dicko, il va souhaiter élargir la libération d'autres otages. Il y en a. Il y a d'autres otages dans le Sahel. Il y a même des militaires maliens qui sont encore otages là-bas. Donc il va pouvoir négocier leur libération. Donc son départ pour Kidal n'est pas un départ gratuit. C'est un départ qui a été souhaité et voulu. Et je crois qu'il est parti avec de sérieux... Souhaité et voulu par l'État ou par les islamistes aussi? Souhaité et voulu par l'État. Parce qu'il va à Kidal au nom du peuple malien. Donc il va négocier au nom du peuple malien, au nom des autorités maliennes. Donc je pense que c'est une bonne chose que son départ puisse conduire à apaiser un peu la situation et à libérer d'autres otages. Célia, est-ce que vous êtes d'accord avec Makan par rapport au lien entre la mission de Mamoud Dicko et également la libération de cet otage, Stéphane? Je l'évoquais tout à l'heure, mais je ne saurais être autant affirmative que Makan parce que j'ai l'impression qu'il détient des informations que je n'ai pas. Mais je pense effectivement que c'est très probable, c'est plus que probable que ça soit lié. Le calendrier n'est pas fortuit, que l'imam Dicko, dont on connaît aujourd'hui, il l'a dit tout à l'heure, les capacités de négociation et l'influence aussi dans la sphère musulmane, que c'est une voix que l'on écoute. Donc, étant donné que ceux vers qui il va, si il est allé les voir, ceux vers qui il irait se réclament justement de l'islam, qu'un érudit vienne les voir et discuter avec eux ne peut être que bénéfique. Mais encore une fois, c'est comme Jawara le dit,
qu'est-ce qu'on leur a offert en échange? La question est là aussi. Tout à fait. Alors, Diawara, il n'y a pas seulement cet otage qui a été libéré, il y a 3 autres otages. Il y a également un otage malien, on va parler de lui après. Mais ces 3 autres otages, quelle peut être leur situation aujourd'hui? On peut peut-être attendre de voir quelle va être leur situation dans les prochains mois, puisque cette dynamique Mahmoud Dicko et cette recommandation qui n'a pas été rangée dans les tiroirs de la conférence d'entente nationale concernant la volonté de tous les participants à ce que le gouvernement prenne langue avec les 2 personnes, Amadou Koufa et Yada Gali, c'est pas totalement rangé dans les tiroirs. Les gens l'ont en tête en filigrane. Je pense que c'est une idée qui va motiver les choix politiques, qui va motiver des négociations, peut-être de façon indirecte, de façon pas ostentatoire peut-être, mais je pense que c'est une idée qui va quand même jouer sur la démarche du gouvernement les prochains mois. Donc il faudrait peut-être s'attendre à ce que les lignes bougent par rapport à ces otages-là, parce qu'il y a la colombienne, il y a Sophie Petrona, la française, et la Suisse et tout. Donc je pense que il y a pas mal de développements auxquels il faut s'attendre. Il faut se rappeler aussi qu'en octobre dernier, Mahmoud Dicko, dont on parle, a dit à la presse avoir reçu une lettre de Yada Gali lui proposant le cessez-le-feu. Donc, vous voyez, donc ça c'est quand même quelque chose qui aurait dû préparer les gens à ce que Mahmoud Dicko avance aussi vite sur ce terrain-là. N'oublions pas non plus quelque chose dont parle la presse, à savoir la proposition de dialogue aussi de Amadou Koufa, proposition faite cette fois à l'ancien président de l'Assemblée nationale, à Ali Nuhu Diallo. Donc, donc c'est également un fait qui ne peut pas être étrange au développement auquel on devrait s'attendre, parce que si Yada Gali, son homme de confiance pour les négociations, c'est Mahmoud Dicko, on serait tenté de dire que Amadou Koufa, lui, son homme de confiance pour les négociations, pour prendre langue, revenir dans les girons de l'État, c'est Ali Nuhu Diallo. Donc on peut s'attendre à d'autres développements beaucoup plus rapidement qu'on ne l'aurait souhaité ces derniers mois. Makan, est-ce qu'on peut s'attendre à de futurs dialogues entre les islamistes et puis l'État malien? Pourquoi pas? Parce que déjà les islamistes ont manifesté leur volonté de négocier, de discuter avec les autorités maliennes. Et bien avant cela, il y a eu la conférence sur l'entente, où on a demandé également aux autorités maliennes de chercher à prendre langue avec Amadou Koufa et Yada Gali. Donc je pense que ce sera une très bonne chose, parce que quand on veut la paix, forcément il faut s'asseoir et discuter. Et quand on veut la paix, forcément il va falloir faire des concessions. Donc concession pour concession, c'est ce qui va, la somme de ces deux-là doit aboutir normalement à la paix. Donc moi je pense qu'il y a de bons espoirs pour que la situation se décante, que les otages soient libérés, que Kidal revienne entièrement aux autorités maliennes et que tout aille très bien. Donc je n'ai pas de souci par rapport à ça. Tant qu'il y a la discussion, forcément, il y aura la paix. Célia Amadou Ndioum, l'agent de l'INPS qui est pris en otage par des groupes armés non identifiés, hier c'était déjà 100 jours. Alors aujourd'hui, quelle est la situation dans laquelle se trouve cet otage malien? Ça fait longtemps qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, en tout cas officiellement. Il y a une forte mobilisation du côté de sa famille qui a déposé une plainte au niveau de Mopti pour enlèvement et séquestration. On espère qu'à partir de cette plainte-là, l'État va enfin réagir parce qu'effectivement, au départ, il ne s'est pas passé grand-chose. Et la famille, je rappelle que madame et les enfants sont sans nouvelles depuis 100 jours. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-il vivant, ne l'est-il plus, on ne le sait pas. On a vu
des images. Ça fait déjà un moment, des preuves de vie, comme on dit dans ces situations-là. Donc on espère en tout cas que Aliou Djim est toujours vivant, qu'il se porte bien, et que la mobilisation qui malheureusement encore aujourd'hui est cantonnée aux réseaux sociaux, aujourd'hui c'est un moyen d'expression malheureusement qui a apparemment plus d'impact qu'autre chose. La mobilisation sur les réseaux sociaux va apporter maintenant dans la vie réelle et que nos dirigeants vont prendre à bras le corps, qu'on ne se concentre pas seulement sur des otages étrangers, il y a des otages maliens, comme l'a dit Makan tout à l'heure, nos militaires sont entre les mains de ces gens-là, Dieu seul sait ce qui leur arrive, qu'on se concentre sur des otages maliens aussi qui sont les fils de ce pays dont le sang a du prix pour les sortir de ces situations-là. Tout à fait. Makan, 100 jours après, toujours pas de réaction officielle. Qu'est-ce qui empêche l'État de réagir par rapport à cette question? Bon, est-ce que l'État est muet? Bon, je ne pense pas. On n'a pas encore vu de réaction. Très généralement, il y a les forces spéciales. Il y a des forces spéciales qui sont cantonnées au niveau de nos services de renseignement, au niveau de la sécurité d'État, qui interviennent beaucoup dans la partie nord du Mali. Qu'est-ce qui ne nous montre pas que déjà il y a une mission de cette force spéciale-là qui est sur place, pas pour attaquer, mais pour négocier. Et surtout avec la présence de Mamoud Diko, bon, je pense que les choses vont pouvoir se décanter petit à petit. Sinon, 100 jours, il faut connaître la vie d'un otage, ce n'est pas facile. Mais malgré que ces forces interviennent, si l'État réagissait comme il le fait avec les autres otages qui ne sont pas maliens, est-ce que cela ne pouvait même pas rassurer la famille? Réagir comment? Faire un communiqué? Annoncer que les enquêtes se poursuivent, que tout est mis en œuvre, par exemple. On peut dénoncer un déficit de communication au niveau de l'appareil d'État dans ce sens. Un petit communiqué quand même pourrait rassurer les gens. Mais est-ce que ce n'est pas stratégique également, le fait de mettre le tout sur la table pour dire que bon, voici, nous sommes à tel niveau, est-ce que ça ne risque pas de bloquer les négociations? Donc l'État a sa stratégie, il va falloir le laisser faire. Aliou, qu'en pensez-vous? Je pense que peut-être l'État a choisi de ne pas en parler, mais je pense que c'est gênant, c'est ça. Quand on se met à la place des parents de l'individu, cela peut paraître plus que frustrant parce que ça peut paraître comme une négligence, un abandon. Ils sont abandonnés à leur propre sort, mais je pense que ce n'est pas un cas isolé par rapport à des situations de crise, de tension, dans lesquelles on demande à l'État de parler, il reste muet, il reste silencieux pendant très longtemps quand même, parce qu'on a même eu à dénoncer les récentes violations du cessez-le-feu entre les groupes armés. Ce n'est que plusieurs jours après que l'État s'est fendu d'un communiqué pour dénoncer Je pense que ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas qu'avec lui que cela arrive, mais des déficits de communication, des silences presque coupables, des silences quand même gênants. Je pense qu'il y en a dans beaucoup de circonstances qu'il va falloir que l'État cesse de maintenir le silence par rapport à des situations comme ça. Courte pause avant de parler de processus de paix et de révision constitutionnelle. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons de la libération de l'otage, comme vous venez de le suivre, du processus de paix et de la révision constitutionnelle, en plus de l'affaire Rasbach. Nos invités, Makan Konaté, journaliste, Célia Dalmeida de Journal du Mali, Awa Semega de Kunafoni.com qui devrait nous rejoindre mais qui n'est jusqu'à présent pas là, et Aliou Diawara, journaliste indépendant. Alors, l'accord pour la paix et la réconciliation est dans l'impasse. C'est le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali qui le dit dans une interview
à Studio Tamani. Aliou Diawara, est-ce que vous pensez également que cet accord est dans l'impasse aujourd'hui, vu la situation, quand on voit Menaka et Kidal? Je pense que, n'ayons pas peur des mots, l'accord est dans l'impasse parce que ça n'avance pas. Une impasse, matériellement, c'est une rue sans issue. Vous continuez et vous êtes bloqué. Et quand on schématise comme ça, oui, on peut dire que l'accord est dans l'impasse parce qu'à un moment donné, on a semblé avancer, on a commencé à bouger, mais il y a une barrière qui nous empêche d'aller de l'avant. Donc je pense que oui, l'accord est dans l'impasse, même si à un moment donné, les autorités n'ont pas, jusqu'à présent, les autorités ne l'entendent pas de cette oreille. Et même si lui-même, le chef de la MINUSMA, à un moment donné, ne voulait pas l'entendre de cette oreille. Maintenant qu'il il reconnaît qu'il y a des difficultés, qu'il peut qualifier d'impasse, je pense qu'il faut appeler les choses par leur nom. Il doit tirer, pas lui seulement, tous les acteurs doivent tirer toutes les leçons de cette impasse, cette situation d'impasse qui prévaut, pour essayer de voir comment avancer pour qu'on ne soit plus dans l'impasse. Sinon, je pense que oui, on est dans l'impasse, n'ayons pas peur des mots. Célia, je vais revenir sur la déclaration d'Emmanuel Macron lors du sommet du G5 Sahel, la force du G5 Sahel, qui disait que je ne veux pas me cacher derrière des mots, je veux des actes. Aujourd'hui, on voit le représentant spécial qui annonce que l'accord est dans l'impasse. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de réagir par rapport à cette question? On a vu la CMA qui a pris Menaka, mais il n'y a pas eu de mesures concrètes. Quelles mesures voulez-vous qu'ils prennent? Je vous retourne la question. La communauté internationale n'a pas d'autre mesure que de sanctionner. Il faut du temps, c'est un processus, il faut que le Conseil de sécurité se réunisse, etc. Entre-temps, sur le terrain, la situation continue de se détériorer. Plusieurs fois sur votre plateau, on a parlé de cette situation. Et on l'a dit. Et quand vous discutez avec les diplomates en off, comme on le dit dans notre métier, c'est ce qui revient. Il y a une question de volonté. Il y a une question de volonté, il y a une question de langage, de vérité que l'on ne tient pas. Il y a des intérêts qui sont des intérêts cachés, des chronogrammes qui sont des chronogrammes cachés. Et tant que tout cela n'est pas mis sur la table et qu'on ne fait pas table rase d'un certain nombre de choses, nous allons aller de situation délétère en situation délétère. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un certain nombre d'individus, un groupe d'individus, ou plusieurs groupes d'individus qui ont intérêt à ce que cette situation perdure. Quelqu'un l'a signalé à la dernière rencontre avec le représentant spécial du secrétaire général, M. Anadif, que quand on fait un pas, on fait 3 pas en arrière. À chaque fois, c'est systématique. Il l'a reconnu à demi-mot. Et aujourd'hui, il donne raison. Parce que quand on dit qu'on est dans l'impasse, c'est qu'on a tout fait pour avancer, que ce n'est pas possible. Donc, comme l'a dit Aliou, il faut maintenant qu'on se dise, mais qui a le problème? Pas quoi. On n'en est plus à quoi. Le quoi, on le connaît. Et il faut que quelqu'un ou des quelqu'un quelque part ait la volonté de dépasser le problème. Donc qui est le problème ou qui sont le problème, qu'on détermine ces personnes et qu'on appuie là où ça fait mal. Vous venez de dire que la communauté internationale, si elle peut prendre une mesure, c'est de sanctionner. Qu'est-ce qui l'empêche de sanctionner aujourd'hui? Vous pensez que les sanctions là, ça a un impact? Empêcher quelqu'un de voyager? Bon, ils sont très bien là où ils sont. Voilà. Bloquer leurs avoirs, ils n'en ont pas à l'extérieur. Leur argent, c'est ici qu'ils le dépensent. Donc, en fait, ça ne les dérange rien. C'est du verbiage pour eux. Eux, ils continuent leur business. Leur trafic continue. Quand je parle de eux, je ne cible pas à gauche ou à droite. Je parle de tout le monde. Parce que dans cette histoire, encore une fois, il y a des intérêts que nous ne maîtrisons pas. Et il serait temps, quelque part aussi, que cette communauté internationale qui se plaint, qui injecte de l'argent, qui essaie de faire pression comme elle veut, peut-être laisse les Maliens se débrouiller. Je pense peut-être qu'il faudrait qu'on en arrive là. Okay. Makan, selon vous, où se situe la responsabilité aujourd'hui par rapport à cette impasse? Je la situe pratiquement à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau de la MINUSMA, au niveau des forces Barkhane, au niveau des autorités maliennes et au niveau des troupes rebelles. Donc moi je pense que l'impasse c'est là-bas, mais c'est également au niveau de nos autorités. Je crois que sans
si je ne me trompe pas, un des passages obligés de la mise en œuvre de cet accord-là passe par la révision constitutionnelle. Il y a une partie qui, peut-être certainement, on aura l'occasion d'en parler tout de suite. Mais je dois dire que, comme Célia l'a dit, c'est une affaire de gros sous. Imaginez un agent de la MINUSMA qui est payé à 50 000 francs par jour, 100 000 francs par jour. Ça vous fait combien dans le mois? Sans tenir compte de votre salaire qui est versé régulièrement dans vos comptes, dans votre pays, et tant d'autres avantages. Donc, quel est le lien entre l'impasse et puis... c'est que je ne veux pas aller, je veux pas rentrer maintenant parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et donc, il faut même se poser la question s'il n'y a pas une certaine complicité entre MINUSMA et troupes rebelles, etc. Donc, il faut même se poser la question. Parce qu'il y a des gens qui le disent. Mais moi, je le dis, je n'ai pas la preuve, mais quand même, je dis qu'il y a des gens qui pensent comme ça, qu'il y a une certaine complicité entre MINUSMA et troupes rebelles pour justifier leur présence sur le territoire malien et tout mettre en œuvre pour rester quand même un peu et bénéficier de ces avantages-là. Mais même s'il est vrai que souvent il y a des gens qui sont morts, qui perdent la vie, c'est regrettable, mais quand même il y a cette histoire de gros sous. Deuxièmement, il y a le trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de personnes, qui rapporte aussi beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui nous prouve également qu'il n'y a pas une certaine complicité entre ces rebelles-là et les agents de la MINUSMA pour se partager les sous? Tout peut arriver, tout peut arriver. Je voudrais dire que c'est flou. La situation est très floue au niveau du Nord. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai appris qu'il y a des ressortissants du Nord qui ont marché hier, qui ont manifesté devant l'ambassade de France pour demander aux troupes françaises de rentrer. Parce que leur présence ne se justifie pas. Les exactions continuent. Et il y a une dame même qui aurait pris la parole, qui a dit qu'il a vu les troupes françaises commettre certains actes là-bas et qu'elle l'avait filmé, mais qu'on lui a retiré son téléphone. Sinon, elle allait mettre ça sur le net. Bon, voici des choses qui se passent là-bas. Maintenant, vous voyez que ce sont les ressortissants du Nord qui demandent maintenant aux troupes étrangères de rentrer. Moi, j'avais fait cette proposition-là ici une fois lors d'un de mes passages, mais je crois qu'il est temps de réfléchir à ça aussi. Parce que ce problème-là, après tout, est un problème maliano-malien. Merci. Aliou Djouaras, avant de donner la parole à Célia, est-ce que vous êtes d'accord avec Makan Konaté? Oui, je pense que sur ce point, l'hypothèse selon laquelle c'est une crise qui est suscitée, entretenue pour assouvir à des besoins par des mains étrangères, c'est une hypothèse qui n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, même si on n'a pas de preuves concrètes par rapport à tout ce qu'on allègue à ce sujet. La marche dont il parle, la manifestation, moi j'y étais, j'ai été ému, j'ai été surpris de voir non seulement des ressortissants du Nord, mais plus particulièrement des Touaregs, dont on dit qu'ils constituent quand même le gros de la rébellion. Voilà, des Touaregs, enturbanés ou non, qui disent non à la France, qui disent non à la MINUSMA, qui disent à ces deux entités de clarifier leur position, qui vont jusqu'à dire que tous les conteneurs qui passent, il y a soupçon là-dessus, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Certains allèguent même que des déchets nucléaires seraient en train d'être conduits pour venir, pour être enfouis dans le sol et que cela va se répercuter quelques années plus tard sur nos populations. Tout cela, sans ignorer que il y a aussi, c'est probant, c'est prouvé, tout le monde sait qu'il y a des ressources, le sous-sol du Nord est riche, il y a du pétrole, il y a beaucoup d'autres ressources. Donc c'est peut-être une guerre économique qui est en train de... voilà, dont l'aspect politique est en train de prévaloir, mais je pense que tout cela, l'un mis dans l'autre, on ne peut pas nier qu'il y a des intérêts derrière. Mais qui a intérêt à ce qu'on tue des gens innocents? Qui a intérêt à ce que des troupes étrangères
Makan pense qu'il pourrait y avoir une complicité entre des agents de l'aménagement et puis les groupes armés. Et justement, sans en avoir la preuve, comme je le dis toujours, il y a quand même des hypothèses, voilà, c'est quand même flou. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui a intérêt à ce que, voilà, que la situation s'envenime. Il a parlé de ce trafic-là. On sait qu'à l'interne, avant même le déclenchement de la crise, c'était un terreau pour le trafic en tout genre. Armes, êtres humains, drogue. Il y a eu l'histoire de cocaïne. Donc c'est tous ces intérêts-là groupés qui font que peut-être certains, je ne sais pas qui a plus intérêt à ce que le chaos, qu'on sème le chaos plus que d'autres. Je pense que certains ont quand même intérêt à ce que le chaos règne pour assouvir leurs besoins matériels. Voilà. C'est lié à votre point de vue par rapport à cette situation. Je voudrais réagir par rapport à ce que Makan a dit tout à l'heure quand il a dit que l'un des préalables, c'était la révision constitutionnelle. Je vais un peu plus haut. L'un des préalables, d'abord, c'est le DDR. C'est quelque chose dont plus personne ne parle. Il faut que les belligérants déposent les armes. Et tant que les belligérants vont avoir des armes, je suis désolée, dès que leurs intérêts, comme on l'a dit, on est tous d'accord dessus autour de cette table, vont être menacés un tant soit peu, quelqu'un qui a la force de l'arme, on ne peut rien lui refuser. Hein. Donc il faut, et ça devient une urgence vitale pour notre nation, que le DDR démarre enfin et que réellement les parties prenantes dans cette histoire d'accord, parce qu'il y a quand même des gens qui ont signé, qui se sont engagés, que cette parole d'honneur là qu'ils ont donnée devant le monde entier, eh bien qu'ils la mettent en valeur, qu'ils nous montrent qu'ils sont des gens de parole et que les armes soient enfin déposées. En plus, ils ont des contreparties. Donc, si on passe notre temps à donner l'argent d'État, l'État du Mali s'endette. L'État du Mali s'endette tous les jours pour entretenir les cadres de la rébellion qui sont à Bamako ici. L'État du Mali s'endette tous les jours pour donner les perdièmes, etc. C'est pas la communauté internationale qui donne l'argent. Ils ont arrêté il y a longtemps. C'est l'État du Mali qui donne l'argent. Et c'est notre Est-ce que argent. ça ne serait pas une des raisons pour ne pas vouloir que le processus avance, pour rester dans ces conditions? À un moment, nous allons être essoufflés au Mali. Parce que si nous prenons les ressources qui doivent servir à sortir l'école de l'ornière, à construire des routes, à doter nos hôpitaux, pour entretenir des gens qui ne veulent pas la paix sur notre territoire, à un moment, il va falloir que ça s'arrête. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait avancer le processus, vu qu'on voit qu'à chaque fois qu'on est optimiste, on avait vu par rapport au dernier chronogramme, la CMA, la plateforme, l'État malien, tout le monde était optimiste, ils avaient fait des déclarations, et après on voit qu'on retombe dans cette situation encore. Il y a une question de volonté, on l'a dit, M. Anadif l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de volonté, de bonne volonté, d'accord, à partir du moment où vous avez signé un papier qui dit voilà, nous nous engageons à faire ça et ça et ça et ça, je pense que la révision constitutionnelle n'est pas ne vient pas avant le DDR dans l'accord. Ça devait se passer avant. Donc si on réclame des avantages, on veut aller au Sénat, on veut aller ceci, on veut aller à cela, eh bien le préalable qui est de déposer les armes et de rentrer dans les rangs, il faut qu'on le respecte. Il faut qu'on le respecte, ça suffit. Il faut un moment que quelqu'un tape sur la table. Il est bien beau de dire ouais, l'accord est dans l'impasse. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans l'impasse, nous les Maliens, ça fait des mois et des mois qu'on le dit, on l'a remarqué, on le vit nous, au quotidien. Et c'est la communauté internationale qui nous a toujours dit mais non, ça va aller. On est en train de discuter, il se passe des choses. Courage, ça va aller. Aujourd'hui, ils disent on est dans l'impasse. Ok, on est dans l'impasse. Qu'est-ce qu'on fait? Puisque c'est eux qui ont les clés, nous le peuple, on ne fait que subir. Hein. C'est eux qui ont les clés et qui savent avec qui ils parlent. Eh bien, qu'ils parlent avec les gens avec qui ils doivent parler pour leur dire ça suffit, il est temps qu'on avance. Et pour avancer, voilà. Et tant qu'on n'avancera pas, ce que vous avez comme avantage, on arrête tout. Tout à fait. Qu'est-ce qui peut nous faire avancer aujourd'hui, Makan Konaté? Bon, avant de venir à ça d'abord, je voudrais dire que vous savez, chaque fois que, Cédric l'a dit, qu'on se met d'accord pour aller vers la paix, paf, il y a un événement qui vient perturber. Cet événement-là n'est perturbé que par des trafiquants. Parce qu'eux, ils ont leur intérêt dedans. Ils ne veulent pas que la paix revienne, ils ne veulent pas que les autorités s'installent, sinon se réinstallent. Ils ne veulent pas que les choses reviennent à la normale. Parce que c'est dans ce désordre-là qu'eux, ils vivent. Ils vivent de leur trafic de drogue, d'armes, de ceci, cela. Donc, le premier obstacle, c'est ces gens-là. Et pour les démasquer, il faut les combattre.
l'armée malienne n'a pas d'armes de combat. Et il faut se poser la question, pourquoi notre armée est sous-équipée jusqu'à ce stade? Pourquoi les autorités maliennes n'achètent pas des armes pour cette armée? Que d'envoyer des jeunes comme ça, hein, je dirais même à la mort. Parce que rien qu'à travers les renseignements, quand un camion démarre de Bamako, avant que le camion n'arrive à Ségou, les rebelles savent déjà qu'il y a un camion qui a démarré de Bamako, qui est rempli de militaires, qui a telle plaque d'immatriculation, ceci, cela. Donc déjà, il y a le système de renseignement, on ne le maîtrise pas. C'est un problème. Donc forcément, il faut que cette armée-là soit équipée. Et demandons-nous encore qui est derrière ce blocage-là. Pourquoi l'armée malienne n'arrive pas à s'équiper? Et pourtant, on avait appris que des avions allaient être achetés par-ci, par-là, dans tel pays, et que l'armée allait être mise dans de très bonnes conditions pour pouvoir faire son combat. Mais ce travail-là n'est pas fait. Comment voulez-vous alors que la paix revienne? Surtout que ceux-ci-là ont leur gain dedans, hein, les trafiquants. Tout à fait. Voilà. Quelques minutes pour parler de révision constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait demandé qu'on renvoie le projet au niveau de l'Assemblée nationale pour apporter des modifications, ce qui n'est pas encore fait. Et la plateforme Ante Abana touche pas à ma constitution, maintient toujours le cap et demande le retrait pur et simple de ce projet de révision constitutionnelle. Alou Diawara, que pensez-vous de ce processus de révision constitutionnelle? Tout de suite, quand Célia disait on dit que c'est l'accord qui demande cette révision constitutionnelle, mais l'accord demande d'autres choses avant cette révision constitutionnelle qui ne sont pas faites, mais l'État insiste sur ce projet. Je suis d'accord avec vous parce que je pense que tout ce qui se fait comme bruit, comme événements, les uns les plus bruyants que les autres, je pense que c'est un non-événement dans la mesure où après l'avis de la Cour constitutionnelle, le projet est pratiquement gelé parce que la Cour a dit qu'il faut apporter ça. Tant que l'Assemblée n'a pas été saisie officiellement d'une nouvelle lecture du projet de loi, tout est gelé. Mais j'ai comme l'impression que les gens en font une obsession au point de se détourner des réalités, des choses plus urgentes. Le DDR, elle en a parlé. Je suis d'accord avec Célia, que ce DDR, le désarmement des combattants, leur cantonnement, c'est des préalables à ça. Donc, depuis le début du projet, moi, je m'étais dit qu'on n'allait pas en faire une fixation, d'autant plus que c'est une mesure, c'est une disposition parmi tant d'autres dans l'accord, et ce n'était pas forcément la plus urgente. Et maintenant, et le problème est encore plus grave dans la mesure où la Cour a mis le projet entre parenthèses. Tant que le président ne décide pas, il a deux possibilités. D'abandonner purement et simplement, en se taisant là-dessus ou bien en l'annonçant, ça c'est une possibilité, ou même de renvoyer. Et donc, pour cela, il va saisir l'Assemblée. Donc c'est une nouvelle procédure qui commence avec tout ce que cela implique comme travaux sur le projet de loi. Mais de là à en faire le principal sujet, alors que c'est loin d'être le sujet qui doit vraiment focaliser toutes les attentions, et chaque jour des mouvements, les uns pour le oui, les autres pour le non, se créent. Ils se nourrissent de l'argent qui circule par rapport à ça. Je pense que c'est une diversion qui ne dit pas son nom. Je pense qu'on devrait... Du côté de l'opposition? Des deux côtés. Dans la mesure où le projet est mis entre guillemets, c'est gelé. Entre parenthèses, c'est gelé. Tant que le président ne dit pas quelle décision il prend, tout ce qu'on fait, c'est sans objet. Je pense que tout ce qu'on fait, c'est sans objet. Il faut que les gens reviennent, se retrouvent dans ce qui fait l'actualité, qu'ils reviennent à des choses essentielles. Ça, là, je pense que c'est des discours, c'est de la littérature. Ça, je pense que les gens devraient se tourner vers des choses plus actuelles, plus réelles que ça. Célia, qu'en pensez-vous? Ça fait longtemps que les autorités ne font
on peut dire que les autorités ne font plus rien par rapport à ce projet de révision constitutionnelle depuis l'avis de la Cour constitutionnelle. Mais même hier, l'opposition a réagi à travers un meeting. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation ? Il se passe des choses. Lundi, le président de la République a commencé des consultations. Ouais. Il a rencontré l'opposition, il a rencontré la mouvance, il va rencontrer les forces vives pour discuter de ce projet. Je suis absolument d'accord avec Aliou Diawara qu'on nous distrait en fait. Moi, c'est sincèrement mon point de vue sur cette question. Une victoire a déjà été acquise par le camp du non, qui a été stop au processus. Une date avait été fixée, un texte avait été proposé, tout a été arrêté, la Cour a rendu un arrêt. À partir du moment où vous avez cette victoire, comme le dit Aliou, concentrons-nous sur l'essentiel. Les étudiants sont en train d'aller vers une année blanche. Personne n'en parle, personne ne sort dans la rue pour ça. C'est l'avenir de combien de milliers d'enfants et de familles, parce que les parents mettent les maigres ressources qu'ils ont dans l'éducation de leurs enfants aujourd'hui. Alors si c'est une distraction, qu'est-ce qui empêche l'État aujourd'hui de retirer tout court ce projet et d'avancer ? Monsieur Touré, je n'ai pas... Retirer le projet ou ne pas le retirer, comme dirait Hamlet, telle est la question. Et aujourd'hui... étant donné que c'est un processus, encore une fois, nous l'avons dit ici tout à l'heure, la révision constitutionnelle fait partie d'un accord que nous avons signé. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des hommes de parole. Il faut que nous tenions notre parole. La révision constitutionnelle fait partie des choses que nous avons dit que nous allons faire. Est-ce une priorité en ce moment ? La question est-ce le moment ? D'accord ? Donc, si ce n'est pas le moment, ce n'est pas en disant on ne fait plus de révision, parce que la révision va la faire. Si nous sommes des hommes de parole au Mali quand même, la révision, nous allons la faire. Donc, puisqu'on a dit, ok, on ne la fait plus maintenant, c'est bon, c'est fini, comme a dit Aliou. On passe à autre chose, en attendant que le moment dont on parle arrive et qu'on nous le propose à nouveau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Makankan pensez, aujourd'hui, pratiquement tout le monde est d'accord qu'il faut réviser cette constitution, mais le moment choisi divise les Maliens. Tu sais, le Malien, c'est comme s'il y a un gros marteau. Qui plane sur notre tête. On te demande de baisser la tête, tu ne recevras pas de coup. Ou bien, soit tu lèves la tête, mais tu reçois un coup. Et je crois que le président de la République est dans cette situation. Quand le jeune président français Macron est venu, il a tenu un langage ferme. Et Ibeka, en conférence de presse avec le président Macron, il a dit: je ne laisserai pas ce projet de révision. Je le ferai. Bon. On a l'impression qu'il est sous la pression de la France. La France lui dit de faire comme ça, il doit le faire. Je crois que c'est ce qui explique... mais est-ce que le dernier mot ne devrait pas venir au peuple ? Mais il a mis un peu la charrue. Du moins, il a mis la charrue avant les bœufs. Ibeka aurait dû d'abord consulter le peuple. Maintenant, après cela, expliquer les parties qui doivent être révisées dans la Constitution, dans nos différentes langues nationales, faire des conférences là-dessus, afin que les gens comprennent, avant maintenant de se décider à les réviser. Mais lui, il a voulu faire d'abord la révision, ensuite expliquer. C'est ce qui explique, comme Sylla l'a dit, il a fait un retour en arrière pour prendre langue avec certaines couches de la société civile, les formations politiques. Mais ce n'est pas le moment. La priorité aujourd'hui du Malien, c'est la santé, l'éducation. La priorité du peuple malien, c'est la paix dans les régions du Nord. C'est l'achat des équipements. Alors, quelques secondes pour parler de l'affaire Rasbach. Quand on voit la mobilisation d'hier, que pensez-vous de cette situation ? Mais je suis comblé. Parce que je suis membre du collectif pour la défense de la République, dont Rasbach est le porte-parole. Alors, Aliou Diawara, vous, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que c'est un phénomène incroyable, mais je pense que sa popularité, l'État la lui a donnée. Et je pense qu'il faut désormais faire avec Rasbach, quoique souvent des critiques fusent de partout à son sujet. C'est un phénomène avec lequel il faut désormais compter. Voilà. Célia ?
Votre avis? Sans commentaire. Sans commentaire. Merci. Alors, ce soir, nous avons parlé de la libération de l'otage sud-africain et la situation des autres otages, également de la mise en œuvre de l'accord d'Alger et de la révision constitutionnelle. Et vous venez de l'entendre, de l'affaire Rasbach. Nos invités, Makan Konaté, de journaliste, Célia Dalmeida, de Journal du Mali, et également Aliou Diawara, journaliste indépendant. Je suis Mohamedou Touré, à la réalisation Moumine Sendebou, à la technique s'appelle Gagné Kanté, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Merci et un autre jour, un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.